Bonjour à toutes et à tous. Je suis le Dr Hugo Laurent, fort de mes 35 ans d'expérience, et aujourd'hui, nous allons analyser le sujet du cancer, ce tueur silencieux. Le cancer est souvent surnommé le tueur silencieux, car il fauche des vies sans crier gare. Chaque année, des dizaines de millions de personnes meurent du cancer dans le monde. Dans notre société, en France, le cancer est l'une des principales causes de mortalité depuis des décennies. Beaucoup de gens savent que le cancer est mortel, mais ils ne comprennent pas comment il s'y prend pour ôter la vie, silencieusement et progressivement. Imaginez une personne en apparence saine, menant une vie normale, qui se voit soudainement diagnostiquer un cancer, déjà à un stade avancé. Avant cela, elle n'avait peu être ressenti aucun inconfort évident. Comment le cancer parvient-il à faire cela? Comment se développe-t-il et grandit-il dans l'ombre pour finalement laisser sa victime sans défense? Aujourd'hui, nous allons explorer les secrets mortels de ce tueur silencieux. Au sein de notre corps, des billions de cellules remplissent leurs fonctions respectives pour maintenir la vie. Dans des circonstances normales, la division et la croissance cellulaire sont strictement contrôlées par des mécanismes. Les cellules anciennes ou endommagées subissent l'apoptose mort, cellulaire programmée, et sont remplacées par de nouvelles. Cependant, un accident se produit parfois. Le gène d'une cellule subit un dysfonctionnement lors de la division, entraînant une mutation. Cette erreur soudaine peut avoir de nombreuses causes, comme l'exposition à des agents cancérigènes tels que les toxines de la cigarette ou les radiations, qui endommagent l'ADN, ou simplement une malheureuse erreur aléatoire au cours des innombrables divisions cellulaires. Quelle que soit la cause, une graine dangereuse est née. Cette cellule mutée. La cellule commence à se développer de manière incontrôlable, violant les règles qu'elle était censée suivre. Elle n'écoute plus les signaux internes lui ordonnant d'arrêter de croître, ni ne subit l'apoptose à temps, devenant en quelque sorte une cellule immortelle, rebelle. Ainsi naît silencieusement une cellule cancéreuse. Normalement, notre corps n'est pas sans défense. Le système immunitaire humain agit comme une patrouille, recherchant et éliminant constamment les cellules anormales. En fait, certaines cellules anormales peuvent être produites chaque jour dans notre corps, mais grâce à la vigilance des cellules immunitaires, celles-ci éliminent rapidement ces traîtres, empêchant le problème de se propager. Cependant, les cellules cancéreuses naissantes peuvent parfois masquer leurs anomalies. Elles peuvent temporairement paraître impossibles à distinguer des cellules normales. De nombreuses cellules cancéreuses n'attirent pas immédiatement l'attention du système immunitaire. De plus, certaines cellules cancéreuses libèrent des signaux chimiques spéciaux pour tromper les cellules immunitaires, faisant croire à la police que tout est normal. C'est comme si des lymphocytes T en patrouille découvraient une cible suspecte et s'apprêtaient à l'appréhender pour ensuite être dupés par la cellule cancéreuse rusée qui leur présente un faux certificat de bon citoyen, les forçant à repartir inexplicablement. De cette façon, la cellule rebelle échappe à la première vague de poursuites et survit en secret. Initialement, ce minuscule groupe anormal, issu d'une seule cellule, était de taille très limitée. Quelques cellules sont devenues des dizaines, puis des centaines, augmentant de manière exponentielle. Cependant, même après avoir été multiplié des milliers de fois, cet amas de cellules restait minuscule au stade précoce, si petit qu'il est invisible à l'œil nu et ne cause aucun inconfort. Imaginez une tumeur qui atteint 1 centimètre, pouvant contenir des centaines de millions de cellules. Mais une tumeur d'1 centimètre située profondément dans le corps ne produit généralement pas de symptômes évidents. De nombreux cancers sont ainsi à leur début. Ils peuvent rester dormants dans le corps pendant des années, voire plus, tandis que le patient se sent toujours normal et est totalement inconscient des changements qui se produisent à l'intérieur de son corps. La recherche scientifique montre que certaines tumeurs peuvent mettre de 5 à 10 ans pour passer d'une seule cellule à un diamètre d'1 centimètre. Pendant ce temps, le patient ignore totalement que la maladie se développe en lui. Beaucoup de gens peuvent se poser cette question. Pourquoi ne ressens-je aucune douleur quand j'ai une tumeur dans mon corps? C'est parce que de nombreux organes ne sont pas sensibles à la douleur. Par exemple, le foie n'a presque pas de récepteur de la douleur. Les tumeurs qui y poussent ne provoquent pas directement de douleur. Ce n'est que lorsqu'elles deviennent assez grosses pour comprimer la capsule externe du foie qu'une personne ressentira une douleur vague. De même, lorsque les tumeurs envahissent les poumons et les reins, la douleur n'apparaît souvent qu'au stade tardif. De plus, les cancers au stade précoce sont très petits et n'endommagent pas de manière significative la fonction des tissus. Donc le corps n'envoie naturellement pas d'avertissement de douleur.
C'est pourquoi de nombreux cancers à leur début sont comme des fantômes invisibles, tapis et totalement indétectables. Parfois, le cancer n'est pas entièrement sans avertissement, c'est juste que les signaux qu'il émet sont trop subtils pour être facilement détectés. Facilement négligés, par exemple, les patients peuvent ressentir une fatigue inexpliquée ou une perte de poids, mais beaucoup attribueraient cela au stress au travail, au manque de sommeil ou au vieillissement, sans penser qu'il pourrait s'agir d'une tumeur latente dans le corps. Alternativement, certains cancers dans certaines parties du corps peuvent présenter des symptômes légers à leur début, qui sont souvent mal compris ou ignorés. Par exemple, les premiers symptômes du cancer de l'estomac peuvent n'être que des ballonnements chroniques et une indigestion. De même, les premières manifestations du cancer du poumon peuvent n'être qu'une toux récurrente ou une douleur thoracique sourde. Ces symptômes sont si courants dans la vie quotidienne que la plupart des gens n'en prennent pas immédiatement conscience. De plus, le cancer du pancréas est un tueur silencieux notoire. Une des raisons est que le pancréas étant situé profondément dans la cavité abdominale, les tumeurs à un stade précoce ne provoquent que rarement un inconfort. De nombreux patients atteints d'un cancer du pancréas ne réalisent que quelque chose ne va pas que lorsqu'ils développent un ictère jaunissement de la peau et du blanc des yeux ou de fortes douleurs abdominales et dorsales. À ce moment-là, le cancer est souvent à un stade avancé et l'opportunité d'une intervention chirurgicale est manquée. Ainsi, le cancer continue de se développer au milieu de diverses formes de négligence et de mauvais jugement, maintenant son silence. Il existe de nombreux cas de ce type dans la vie réelle en France. Certaines personnes semblent en bonne santé au quotidien et un inconfort occasionnel est ignoré pour finalement découvrir lors d'un bilan de santé ou d'une visite médicale qu'un cancer de stade avancé se cache en elle. De nombreux patients atteints de cancer sont diagnostiqués au stade 3 ou 4 et les médecins ne peuvent souvent que. Les histoires de patients à qui l'on annonce tristement que le traitement est difficile et que l'espérance de vie ne peut être que de quelques mois ou années, ces récits ne sont pas rares dans l'actualité. Chaque fois que nous les entendons, c'est déchirant, et cela souligne la nature terrifiante de ce tueur silencieux, car il prend toujours les gens au dépourvu, livrant des nouvelles dévastatrices comme une condamnation à mort. Cependant, le cancer ne reste pas éternellement confiné à son emplacement d'origine. Pour de nombreuses tumeurs malignes, une fois qu'elles atteignent une certaine taille, elles possèdent une capacité encore plus terrifiante, la métastase. La métastase cancéreuse désigne le processus par lequel certaines cellules cancéreuses se détachent de la tumeur primaire et s'établissent dans d'autres parties du corps via la circulation sanguine ou le système lymphatique. Établissant de nouvelles colonies, ces cellules cancéreuses errantes sont comme des trains à grande vitesse dans la circulation sanguine, parcourant tout le corps. Certaines sont interceptées et détruites par le système immunitaire en cours de route, tandis que d'autres ne peuvent pas survivre dans des environnements inconnus. Mais tant qu'une ou deux cellules s'établissent dans un nouvel endroit, les graines de la tragédie germent. Elles peuvent prendre racine dans le foie, les poumons, les os ou même le cerveau, et commencer à se multiplier en de nouvelles tumeurs. Ainsi, ce qui était à l'origine une maladie locale devient silencieusement une menace systémique. Ici, nous devrions également expliquer brièvement la différence entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes. Bien que les tumeurs bénignes puissent devenir très grosses, elles n'envahissent généralement pas les tissus adjacents et ne métastasient pas. Alors que les tumeurs bénignes peuvent souvent être retirées chirurgicalement sans poser de problème majeur, les tumeurs malignes possèdent la capacité d'infiltrer, de détruire et de métastaser à distance, constituant ainsi une menace importante pour la vie. La métastase cancéreuse est l'une des raisons pour lesquelles le traitement du cancer devient si difficile. À l'origine, si une tumeur était confinée à un seul endroit, nous pourrions être l'enlever chirurgicalement en totalité ou l'éliminer par radiothérapie, ablation locale ou d'autres méthodes. Cependant, une fois que les cellules cancéreuses se sont propagées dans tout le corps, il devient très difficile de les éradiquer complètement. Même si la tumeur primaire est enlevée avec succès, les cellules cancéreuses cachées dans des endroits éloignés peuvent toujours réapparaître. Avant même que le patient ne remarque quoi que ce soit d'anormal, le cancer a déjà tranquillement posé son piège. Par exemple, un patient avec une tumeur primaire, un quadragénaire parisien en apparence en bonne santé, pourrait ne découvrir une tumeur dans son côlon lors d'un examen à l'hôpital qu'en raison d'un inconfort gastro-intestinal chronique. Les cellules cancéreuses pourraient s'être déjà propagées par le sang jusqu'au foie et aux poumons, où des tumeurs pourraient également s'être développées.
Ou quelqu'un pourrait souffrir de maux de tête fréquents et, en consultant, découvrir une tumeur au cerveau. En remontant à la source, il s'avère qu'il s'agit d'une petite tumeur pulmonaire discrète qui avait silencieusement métastasé des années auparavant. Ces situations sont sans aucun doute choquantes, car pour les patients, ils n'avaient vu que la partie émergée de l'iceberg, ignorant que les tentacules du cancer s'étaient déjà étendus dans l'ombre. Lorsque le cancer révèle enfin des signes évidents, il a souvent déjà progressé au stade intermédiaire ou avancé. Ce n'est qu'alors que les patients ressentent vraiment la présence de la maladie, éprouvant des symptômes tels qu'une douleur intense, des masses palpables, des crachats de sang ou un ictère. Les anomalies spécifiques dépendent de l'emplacement et de la nature de la tumeur. Par exemple, une tumeur au cerveau peut provoquer de violents maux de tête ou même des convulsions. Un examen à l'hôpital présente alors un diagnostic froid et implacable. Ils ont un cancer, et il est probablement déjà au stade 3, voire 4. Avant cela, ils avaient être seulement senti que quelque chose n'allait pas avec leur corps, n'imaginant jamais qu'un ennemi aussi dangereux se cachait à l'intérieur. Les tueurs silencieux opèrent souvent de cette manière, vous donnant l'illusion d'une vie paisible au premier stade. Lorsqu'il apparaît enfin menaçant, le couteau est déjà sous votre gorge. Ayant compris comment le cancer se développe et se propage secrètement dans le corps, examinons comment il tue réellement. Souvent, les patients atteints de cancer ne meurent pas directement de la douleur ou de l'empoisonnement causé par la tumeur, mais plutôt des dommages qu'elle inflige aux fonctions vitales du corps. Comme l'ont décrit certains médecins, les patients atteints de cancer ne sont souvent pas directement empoisonnés par les cellules cancéreuses, mais plutôt tirés vers le bas par les diverses complications et l'épuisement physique causé par le cancer. À mesure que le cancer progresse vers ses derniers stades, le corps est comme une forteresse érodée de l'intérieur. Divers systèmes commencent à s'effondrer, menant finalement à des conséquences fatales. En général, les causes de décès par cancer peuvent être classées en plusieurs types, notamment la destruction directe de la fonction des organes, les causes indirectes de complications mortelles et l'épuisement systémique. Ensuite, nous explorerons en détail ces mécanismes mortels. Le premier type de mécanisme mortel est la destruction directe de la fonction des organes vitaux. C'est facile à comprendre. Si les cellules cancéreuses envahissent massivement un organe vital, endommageant sa structure. Lorsque les organes dysfonctionnent, la vie ne peut continuer. Par exemple, le foie est l'usine de détoxification du corps. Si la plupart des tissus hépatiques sont occupés et détruits par les cellules cancéreuses, un grand nombre de cellules hépatiques meurent, entraînant la perte des fonctions de détoxification et métabolique. Diverses toxines s'accumulent dans le corps, conduisant finalement à une insuffisance hépatique et à la mort. Les patients en insuffisance hépatique présentent souvent un ictère sévère, leur peau et le blanc de leurs yeux prenant une teinte jaune-orangée maladive. Leur abdomen se remplit d'acide et ils finissent par tomber dans un coma hépatique et mourir. De même, les poumons sont le centre vital de l'échange d'oxygène. Si la plupart des tissus pulmonaires sont remplacés par des cellules cancéreuses, une personne ne pourra pas absorber suffisamment d'oxygène et mourra d'insuffisance respiratoire. À la fin de l'insuffisance respiratoire, le patient est extrêmement hypoxique et peut ouvrir grand la bouche et haleter désespérément pour avoir de l'air. Mais il ne peut pas obtenir d'oxygène, comme s'il suffoquait, comme si une main invisible l'étranglait. Le cerveau est le centre de la vie. Même une petite tumeur pressant sur une zone critique peut avoir des conséquences fatales. Par exemple, le tronc cérébral contrôle des fonctions de base telles que le rythme cardiaque et la respiration. Une fois que le tronc cérébral est comprimé par une tumeur et ne peut plus fonctionner, le rythme cardiaque et la respiration s'arrêteront également. Autre exemple, la moelle osseuse est l'organe hématopoïétique. Si la leucémie, communément appelée cancer du sang, ou un cancer métastatique, remplit la moelle osseuse de cellules cancéreuses au détriment des cellules hématopoïétiques, le patient sera incapable de produire des cellules sanguines normales, entraînant une anémie sévère, un effondrement du système immunitaire et une tendance dangereuse au saignement. À ce stade, l'état du patient est extrêmement dangereux. L'anémie le rend faible et sujet à l'essoufflement et aux palpitations au moindre effort. L'effondrement du système immunitaire fait que même les infections bactériennes courantes peuvent déclencher une forte fièvre persistante et une détérioration systémique. Et la perte de la fonction de coagulation provoque de larges ecchymoses sur la peau et peut même entraîner des hémorragies mortelles dans le tractus gastro-intestinal ou le cerveau.
Chacun de ces problèmes peut être fatal. Pire encore, ils surviennent souvent simultanément, conduisant finalement à une défaillance multiviscérale. Le deuxième mécanisme mortel est l'épuisement systémique, médicalement connu sous le nom de cachexie cancéreuse. En termes simples, il s'agit de l'émaciation et de la faiblesse extrême causée par le cancer. De nombreux patients atteints de cancer en phase terminale, même s'ils peuvent manger, perdent du poids rapidement, comme s'il y avait un puits sans fond à l'intérieur de leur corps, consommant les nutriments. C'est parce que les cellules tumorales non seulement consomment une grande quantité d'énergie elles-mêmes, mais elles sécrètent également des substances qui perturbent le métabolisme normal, entraînant la dégradation de grandes quantités de muscles et de graisse dans le corps. Peu importe combien le patient mange, il ne peut pas suivre cette consommation, ce qui entraîne une chute brutale du poids, une atrophie musculaire sévère, et même l'incapacité de maintenir les activités de base. Les patients au dernier stade du cancer peuvent devenir décharnés, avec des joues creuses et si faibles que marcher ou s'asseoir est extrêmement difficile. En raison d'une malnutrition sévère, les fonctions des divers organes se détériorent, le système immunitaire ne peut pas fonctionner correctement, les plaies ont du mal à cicatriser et les infections sont plus susceptibles de se produire. Selon les statistiques, environ 1/5 des patients atteints de cancer meurent finalement de malnutrition et de cachexie. En d'autres termes, ils sont essentiellement vidés jusqu'à la mort. Le troisième type de mécanisme mortel peut être considéré comme la mise à mort indirecte causée par le cancer, comme le fait de provoquer diverses complications mortelles. Comme mentionné précédemment, le cancer et la cachexie affaiblissent le système immunitaire. La résistance des patients atteints de cancer en phase avancée est souvent très faible, ce qui les rend susceptibles de contracter des infections graves. Par exemple, lorsqu'un patient est alité pendant une longue période, faible et a une faible immunité, les poumons sont très faciles à infecter et à provoquer une pneumonie. Alors qu'une personne en bonne santé pourrait survivre à une pneumonie, pour un patient atteint d'un cancer en phase terminale, cela peut être un coup fatal. Un autre exemple est la septicémie, une infection bactérienne systémique grave qui est également une cause fréquente de décès dans le cancer de stade avancé. Lorsque les bactéries se déchaînent et se propagent dans la circulation sanguine, le patient tombe en choc septique, subit une chute soudaine de la pression artérielle et plusieurs organes défaillent et cessent de fonctionner. Dans un système immunitaire affaibli, même des agents pathogènes normalement inoffensifs peuvent déclencher des infections incontrôlables. Souvent, ce qui emporte finalement la vie d'un patient atteint de cancer à son chevet est une infection grave à laquelle il ne peut résister. Outre l'infection, le cancer peut également induire d'autres urgences mortelles. Par exemple, les patients atteints de cancer présentent souvent une coagulation sanguine anormale, ce qui augmente considérablement le risque de thrombose. Ces thrombus sont comme des bombes invisibles à l'intérieur du corps. S'ils se forment au mauvais endroit, ils peuvent être mortels instantanément. Si un thrombus bloque un vaisseau sanguin dans les poumons, il peut provoquer une embolie pulmonaire, entraînant une douleur thoracique soudaine, des difficultés respiratoires, une forte baisse de l'oxygène dans le sang et même une mort subite. Si le thrombus se déplace vers le cerveau, les vaisseaux sanguins peuvent être endommagés, entraînant des accidents vasculaires cérébraux graves, des lésions cérébrales irréversibles et même la mort. Par exemple, les grosses tumeurs peuvent éroder les parois des vaisseaux sanguins voisins, provoquant une hémorragie mortelle. Certains patients atteints de tumeurs gastro-intestinales avancées peuvent soudainement vomir du sang ou évacuer de grandes quantités de sang en raison de l'invasion des artères par la tumeur, tombant rapidement en choc hémorragique. Un autre préjudice indirect est appelé syndrome paranéoplasique, qui se réfère à la sécrétion d'hormones spéciales par certaines cellules cancéreuses, provoquant de graves déséquilibres dans l'environnement interne du corps. Par exemple, certains cancers peuvent faire grimper les niveaux de calcium sanguin à des niveaux dangereux, entraînant une faiblesse musculaire, de la confusion ou même une mort subite due à une arythmie. Bien que chacune de ces conditions puisse ne pas sembler aussi courante que l'insuffisance d'organes individuellement, chez les patients atteints de cancer en phase terminale, elles sont comme des pièges sombres et latents qui peuvent surgir à tout moment et leur ôter la vie. En résumé, l'aspect terrifiant du cancer est qu'il attaque le corps simultanément sous plusieurs angles, détruisant directement les organes vitaux, perturbant l'équilibre et la résistance du corps, et déclenchant même diverses crises imprévisibles. Dans les derniers stades de la vie, les patients atteints de cancer.
Les patients atteints de cancer se retrouvent souvent dans un état vulnérable, subissant de multiples coups. Les cellules cancéreuses peuvent avoir déjà envahi des organes vitaux comme le foie et les poumons, poussant les patients au bord de l'insuffisance d'organes. Simultanément, leurs corps sont émaciés et faibles, incapables de résister à la moindre infection. De plus, des caillots sanguins mortels se cachent dans leur sang. Un gros caillot soudain ou une hémorragie grave peut leur arracher leur dernier souffle. À ce stade, les patients en phase terminale peuvent être couverts de tubes de survie, dépendant de ventilateurs pour l'oxygène et de stimulants cardiaques pour maintenir à peine la pression artérielle, tout en succombant à leur état. Finalement, les médecins peuvent inscrire la cause directe du décès, comme choc septique, insuffisance respiratoire ou défaillance multiviscérale sur le certificat de décès, mais le coupable sous-jacent est souvent le cancer. Face à un ennemi aussi dangereux et silencieux, nous ne sommes pas impuissants. La communauté médicale a déjà beaucoup investi dans la détection précoce et la lutte contre le cancer. Parce que le cancer au stade précoce présente souvent peu ou pas de symptômes, divers outils de dépistage sont cruciaux. Des examens réguliers, des mammographies et d'autres dépistages sont essentiels. Les dépistages du cancer, tels que les frottis cervicaux et les coloscopies, peuvent détecter le tueur silencieux avant qu'il ne devienne plus fort. Des recherches récentes ont même développé une technologie pour détecter l'ADN tumoral par des tests sanguins, ce qui pourrait permettre de flairer le cancer des années avant l'apparition des symptômes. Une détection précoce signifie un traitement précoce. Une fois que le cancer est étouffé dans l'œuf, il n'a aucune chance de se développer au stade mortel qui suivent. En plus de la détection précoce, les progrès de la technologie de traitement nous donnent également l'occasion de démanteler l'armure de ce tueur silencieux. La chirurgie traditionnelle, la radiothérapie et la chimiothérapie peuvent enlever les tumeurs et tuer les cellules cancéreuses, empêchant ainsi la propagation du cancer. L'immunothérapie, qui a émergé ces dernières années, fonctionne en retirant la cape d'invisibilité des cellules cancéreuses et en réveillant le propre système immunitaire du patient pour identifier et attaquer les cellules cancéreuses. C'est comme laisser la police, précédemment trompée, voir à nouveau le vrai visage de l'ennemi. Il existe également divers médicaments ciblés qui peuvent lancer des attaques précises sur les faiblesses spécifiques des cellules cancéreuses, contrairement à la chimiothérapie traditionnelle qui détruit tout et nuit aux cellules innocentes. Par exemple, la leucémie infantile, qui avait autrefois des taux de survie extrêmement bas, peut maintenant être traitée plus efficacement. Aujourd'hui, une chimiothérapie puissante et des médicaments ciblés peuvent guérir la grande majorité des patients. Par exemple, le mélanome, qui avait autrefois un pronostic sombre, a vu des régressions tumorales complètes et une survie à long terme depuis l'avènement de l'immunothérapie. Ces avancées ont considérablement prolongé la vie de certains patients atteints de cancer avancé et ont même rendu possible de vivre avec la tumeur ou de transformer certains cancers auparavant incurables en maladies chroniques. Bien que le cancer reste une menace majeure pour la santé humaine, nous affaiblissons constamment son pouvoir en tant que condamnation à mort. Bien sûr, le chemin pour vaincre complètement ce tueur silencieux est encore long. Même avec les progrès médicaux rapides, nous devons continuer la recherche pour découvrir plus de secrets sur le cancer. Des pays du monde entier, y compris la France avec ses plans cancer, investissent massivement dans la recherche sur le cancer, certains proposant même des objectifs ambitieux dans l'espoir d'éradiquer le cancer dans un avenir proche. En attendant, pour chaque personne ordinaire, comprendre les mécanismes insidieux et les effets mortels du cancer, cultiver des habitudes de vie saines comme arrêter de fumer, limiter sa consommation d'alcool, avoir une alimentation équilibrée et faire de l'exercice régulièrement et se soumettre à des dépistages et des examens en temps opportun sont cruciaux pour se protéger de ce tueur silencieux. Il est naturel d'avoir peur du cancer, mais à mesure que les connaissances s'accumulent, nous lèverons progressivement son voile de secret. Peut être qu'un jour le cancer ne sera plus un diagnostic désespérant, mais simplement une maladie chronique gérable. Jusqu'à ce que ce jour arrive, tout ce que nous pouvons faire est de rester vigilants, de garder espoir et d'utiliser la connaissance et la persévérance pour mener une bataille prolongée contre ce tueur silencieux.